C'est l'heure de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Aber, une agence d'électrification burkinabé, a présenté un projet qui permettra aux zones rurales d'avoir accès à l'électricité. Le but est de booster le taux d'électrification du pays. Face à l'épidémie de la grippe aviaire qui fait des ravages, l'Afrique du Sud entend prendre des mesures afin de lutter contre cette catastrophe qui ravage la volaille et le bétail. Les détails dans ce journal. Et puis l'Argentine et le Uruguay sont endeuillés suite à une série de tempêtes violentes survenues ce week-end. Le bilan des dégâts à suivre dans un instant. C'était les titres. Bienvenue. L'ONG Action des jeunes pour le développement intégral AGEDI vise le zéro carbone avec des espaces et des bergers reboisés au nord du Togo. Présente à la COP28, cette organisation recherche des ressources financières afin de réduire en conséquence les émissions de gaz à effet de serre à travers ces deux projets. Léon Sabo nous en parle. Au cours de la présentation au pavillon de la francophonie à Dubaï, le directeur de l'ONG AGEDI, M. Sylvain Akati, a expliqué la pertinence de sa vision qui est de lutter contre les changements climatiques en reboisant des espaces forestiers et de berges. Il confie que c'est dans le souci de réduire les gaz à effet de serre que nous avons initié ces deux projets. L'un est de produire plus de 500 000 plants afin de couvrir les 500 hectares et l'autre est de reboiser des berges d'ici 2024. Cela permettra de séquestrer le carbone et de limiter les gaz à effet de serre. Il ajoute que c'est dans cette logique qu'ils ont rencontré certains partenaires et qu'au pavillon de la francophonie à Dubaï, ils ont parlé des perspectives en plus de leur réalisation de 2021 à 2023, notamment les 130 000 plants mis en terre sur les 120 hectares de 2022 à 2023. Ces projets présentés permettront de séquestrer le carbone jusqu'à 250 hectares avec le reboisement qui va aussi permettre de restaurer la biodiversité végétale. Il rassure qu'ils pensent avoir des financements extérieurs et que dans tous les cas, il y a des promesses et qu'ils pensent au nom de l'AGEDI que ces promesses se concrétiseront pour pouvoir démarrer ces deux projets d'ici l'année prochaine. Le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sokodé se précise. Les travaux seront lancés bientôt. Une nouvelle étape a été franchie à Dubaï en marge des négociations de la COP28. Un nouvel accord avait été conclu en présence du chef de l'État, Rafiatou Mbéreko. Le Togo s'est lancé ces dernières années dans une politique de promotion des énergies renouvelables. Cela se traduit par la construction des centrales solaires dans les régions du pays. Après la construction notamment de la centrale photovoltaïque de Blita, qui est d'ailleurs la plus grande de la sous-région ouest africaine, l'initiative présidentielle CISO d'électrification rurale à partir du kit solaire individuel et les projets d'installation des mini-centrales solaires dans les régions économiques du pays, c'est le tour de la région centrale. Le projet gouvernemental de construction d'une centrale photovoltaïque à Sokodé sera mis en œuvre par le groupe français Meridiam. La société a signé le 4 décembre dernier à Dubaï avec la République du Togo et l'EDF une convention de concession d'une durée de 25 ans pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation de la centrale. Cette entreprise française qui développe et exploite déjà plus de 500 MW des projets solaires, hydrauliques, éoliens, biomasse et géothermiques en Afrique va ainsi mettre en route ce projet de l'exécutif togolais qui permettra d'alimenter en énergie propre et renouvelable plus de 700 000 personnes de Sokodé et des villes rurales environnantes grâce à une puissance de 64 MW crête. Selon un communiqué de Meridiam, les travaux de construction de cette centrale vont démarrer mi-2024 et vont créer plus de 200 emplois locaux. La construction de l'infrastructure, précisément à Salim des préfectures de Tchaoudjo à Sokodé, permettra au gouvernement de poursuivre sa stratégie de diversification et l'augmentation de la production d'énergie dans le pays. La future centrale va s'ajouter à celle de Blita qui va connaître une extension de 50 MW crête à 100 MW crête.
D'autres initiatives sont en cours de réalisation, notamment la construction d'une centrale solaire de 50 MW raccordée au réseau public, d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Dapanho et des centrales solaires photovoltaïques à Kara. Comme annoncé dans les titres, l'agence burkinabé d'électrification rurale ABER a présenté le vendredi dernier l'état de mise en œuvre du projet Yelen électrification rurale. Projet qui a pour objectif de rehausser le taux d'électrification dans les zones rurales du Burkina Faso. Le point avec Rafetou Beriko. Accroître l'accès de l'électricité aux zones rurales au Burkina Faso, c'est l'ambition du projet Yelen. C'est un projet financé à hauteur de 49 milliards de francs CFA avec pour objectif de rehausser le taux d'électrification dans les zones rurales du Burkina Faso. Ce projet entend sur une durée d'exécution de 5 ans permettre à 150 000 ménages ruraux d'avoir accès à l'électricité. Selon le docteur Edmond Lankoade, coordinateur du projet, celui-ci va toucher l'ensemble du territoire national et permettre d'impacter près de 5% de la population totale. Ce dernier précise également que rehausser le taux d'électrification préoccupe tant le gouvernement que les populations bénéficiaires. Et lorsqu'on regarde ce taux, il est assez faible. Et lorsqu'on regarde la population concernée, ce sont des populations vulnérables. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs internes ou externes puissent appuyer le gouvernement pour relever le défi. En outre, le projet Yelen vise également à soutenir le développement des activités économiques dans les zones rurales en promouvant l'accès à des équipements énergétiques productifs. Pour ce faire, il est prévu entre la construction de 100 mini-réseaux verts, l'alimentation de 100 000 ménages en électricité par le déploiement de systèmes solaires photovoltaïques, l'installation de kits solaires individuels, a indiqué Dr Alidou Koutou, directeur général de l'énergie. À terme, il s'agira, avec ce projet, selon le directeur général de l'énergie, de soutenir le développement des activités économiques en zone rurale grâce à l'installation des mini-réseaux verts et de la mise en place de l'accompagnement nécessaire pour la pérennité des petites et moyennes entreprises. Au lendemain de la COP 28, Total Energy signe un contrat d'extraction offshore au Suriname. Le groupe avait déjà annoncé en fin septembre lancer des études de développement d'un projet pétrolier. Léonce Sagbo. Chez Total Energies, la diminution de l'exploitation des énergies fossiles n'est pas de mise. Le géant français pétrolier a annoncé le vendredi passé la signature d'un nouveau permis d'exploitation offshore au Suriname. Il coopérera avec Qatar Energies et Petronas sur une superficie de 6 262 km² à 250 mètres des côtes. C'est un nouveau contrat qui survient 2 jours après la signature du test final de la COP 28 qui appelle à abandonner progressivement les énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables. Il faut rappeler que les énergies fossiles, à savoir le gaz, le pétrole et le charbon, sont issus de la décomposition d'éléments vivants dans les sols pendant des centaines de millions d'années. Leur extraction et leur combustion effrénée sont la cause de réchauffement climatique, entraînant la hausse de la température moyenne de la Terre à 1,1 degré Celsius. Une situation qui dure depuis le 19e siècle, a certifié des scientifiques qui préconisent des solutions d'utilisation d'énergie renouvelable, de sobriété et de la diminution de la consommation de viande. Notons que le groupe Total Energies avait déjà annoncé qu'il lancerait des études de développement d'un important projet de 200 000 barils de pétrole par jour au large du Suriname afin de prendre une décision finale d'investissement fin 2024, selon le PDG Patrick Pouyanné. La déception vis-à-vis de l'accord final de la COP 28 est multiforme. Les États insulaires qui sont en première ligne du réchauffement climatique n'étaient pas présents dans la salle de plénière au moment de l'adoption du texte. Réunis au sein d'une alliance, ils ont exprimé leur assentiment face à la décision finale qu'ils acceptent malgré tout. Vivas Amana. Les pays particulièrement exposés aux conséquences du réchauffement climatique étaient absents à l'adoption de l'accord final de la 28e conférence des parties sur le climat. Leurs délégués n'étaient pas encore arrivés en séance plénière quand le président de la COP a validé l'accord. Anne Rasmussen,
représentant des îles Samoa et président de l'Alliance des petits États insulaires, n'était pas dans la salle au moment où le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, a donné le coup de maillet en enterrant l'adoption du texte final. Elle déclare que les délégués des petits pays États insulaires étaient en train de travailler dur pour coordonner les 39 pays qui sont affectés de manière disproportionnée par le changement climatique. Le président de la COP28, qui n'avait plus du temps à perdre et qui n'entendait aucune objection, a déclaré à 7h15 heure universelle l'adoption du texte final, déclenchant des applaudissements de la salle à la grande désolation des délégués des pays insulaires. Après d'intenses négociations, la conférence avait été prolongée de 24 heures. Il n'a fallu que 5 minutes au sultan Al-Jaber pour adopter le texte final invitant les pays signataires à abandonner progressivement les énergies fossiles. Émue par son retard, la représentante des îles Samoa a lu le discours qu'elle espérait avoir le temps de prononcer avant l'adoption du texte. En citant plusieurs paragraphes de l'accord, elle a déclaré redouter sur certains points. Elle affirme que nous sommes arrivés à la conclusion que le changement de cap dont nous avons besoin n'est pas assuré. Il n'est pas suffisant de faire référence à la science pour ensuite ignorer ce que la science nous dit de faire. Nous avons fait un pas en avant par rapport au statu quo, mais c'est d'un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin, a-t-elle encore regretté. De longs applaudissements, de nombreux délégués ont suivi son discours. Malgré leur mécontentement vis-à-vis du document adopté, les États insulaires n'ont cependant pas contesté l'adoption du texte ni sa légitimité. Mais l'assentiment de ces pays est un élément crucial pour la stabilité politique de l'accord. L'Afrique du Sud est confrontée depuis des semaines à une grave épidémie de grippe aviaire. Le pays a abattu plus de 7 millions de poulets pour tenter de contenir des dizaines de foyers de cette maladie qui menace l'approvisionnement en œufs et en volailles pour les consommateurs. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Depuis quelques semaines, l'Afrique du Sud fait face à l'une des plus graves épidémies de grippe aviaire de son histoire. Au moins 205 000 poulets sont morts de la grippe aviaire, dont au moins 60 foyers à travers le pays, dont plus de la moitié dans la province de Gauteng, qui comprend la plus grande ville du pays, Johannesburg, et la capitale, Pretoria. Le pays, qui est l'un des plus gros producteurs de volailles du continent, a signalé ses premiers cas depuis le mois d'avril. Mais depuis, la situation ne s'arrange pas. Les conséquences de l'épidémie se font déjà ressentir sur l'économie avec des pénuries d'œufs dans les supermarchés. Certains commerçants n'ont pas hésité à augmenter les prix ou à rationner leurs ventes. Par ailleurs, la Namibie a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait suspendre l'importation de poulets et d'œufs en provenance de l'Afrique du Sud et se tourner vers d'autres fournisseurs tels que l'Europe ou l'Amérique latine. La grippe aviaire contamine de plus en plus les mammifères à travers le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, le Pérou, le Brésil, l'Argentine et le Chili ont annoncé des centaines de morts parmi leurs mammifères marins, notamment des otaries. Ce virus provoque des lésions musculaires, neurologiques et respiratoires. Même si les cas d'infection humaine sont rares, l'OMS craint que le virus ne s'adapte pour contaminer plus facilement les êtres humains. Toujours en Afrique du Sud, dans un contexte marqué par le délestage, le producteur indépendant d'électricité norvégien Statec et son partenaire H1 Holding ont commencé l'exploitation de 3 centrales solaires photovoltaïques dans la province du Cap-Nord. Cette exploitation permettra de pallier au manque d'électricité dans le pays. Alessandra Andekambi nous en parle. Le gouvernement sud-africain souhaitait pallier rapidement la crise d'électricité que traverse le pays en misant sur les énergies renouvelables. Un peu plus d'1 an après le lancement de la construction des centrales solaires photovoltaïques Kenhardt, le producteur indépendant d'électricité norvégien Statec annonce le début de la production d'électricité dans la province du Cap-Nord. La société norvégienne est prête à produire de l'électricité et à jouer un rôle essentiel dans l'avancement de la production d'énergie verte en Afrique du Sud. Le projet a permis la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques sur une surface de 879 hectares. Les installations sont équipées d'1 million de panneaux solaires d'une capacité combinée de 540 MW ainsi qu'une capacité de stockage de 225 MW sur 1140 MW par heure grâce à 456 unités de batteries.
Selon Scatec, les centrales solaires pourront fournir 150 MW d'énergie répartissable de 5h à 21h30 tout au long de l'année au réseau national. Une centrale hybride solaire et de stockage sur batterie intègre les technologies solaires et de batterie, ce qui permet de surmonter les problèmes d'intermittence et de renforcer la stabilité du réseau. Capable de fournir une énergie fiable, lorsque l'ensoleillement est fiable ou inexistant, le stockage intégré améliore la fiabilité globale. La société norvégienne détient une participation de 51% dans les 3 centrales développées grâce au programme d'approvisionnement des producteurs d'énergie indépendants pour l'atténuation des risques. Le reste des parts revient à la société sud-africaine H1 Holdings qui décuple les investissements dans les énergies renouvelables au sein de la nation arc-en-ciel. Une catastrophe naturelle a endeuillé ce week-end 2 pays de l'Amérique latine. Au total, 14 personnes ont perdu la vie en Argentine et 2 personnes en Uruguay. C'est dire que l'épisode des tempêtes violentes et meurtrières n'est pas encore terminé dans le sud du continent américain. Viva Samana nous en parle. Une violente tempête avec de fortes pluies et des vents soufflant jusqu'à 150 km/h a causé au moins 16 morts et provoqué de nombreuses destructions dans plusieurs villes du centre de l'Argentine et en Uruguay. La situation la plus grave s'est produite dans la ville portuaire de Bahia Blanca, à 600 km au sud-ouest de Buenos Aires, la capitale argentine. La tempête a provoqué l'effondrement d'un toit d'un club de sport samedi, faisant 13 morts et 14 blessés graves selon les services de municipalité. Le président argentin Javier Milei s'est rendu sur place le dimanche pour constater les dégâts. Il a ensuite présenté ses plus sincères condoléances aux victimes, déclarant que face à de tels événements, les Argentins parviendront toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes et à mettre à l'épreuve leur résilience et leur solidarité. Il renchérit en disant être parfaitement convaincu que cette situation sera résolue de la meilleure façon possible avec les ressources existantes. Mais en attendant le rétablissement des services, la ville de Bahia Blanca, qui a subi d'importants dégâts, est privée d'électricité. Le service météorologique national argentin a déclaré en alerte orange plusieurs provinces du centre-est du pays autour de la capitale Buenos Aires. Avec des précipitations allant jusqu'à 130 mm, 6 autres provinces sont placées en alerte jaune. Mais d'après les prévisions, il est prévu l'avancée des tempêtes vers le nord du pays de l'Albi-Céleste. D'autre part, à Moreno, à 40 km de Buenos Aires, une femme est morte après avoir été heurtée par une branche d'arbre arrachée par le vent. Selon les sources policières, 360 arbres ont été abattus à Buenos Aires qui a été balayé dimanche matin de vents de près de 100 km/h, de fortes pluies et de coupures d'électricité. Le maire de la capitale, Jorge Macri, a indiqué que Buenos Aires s'est réveillé avec 360 arbres abattus qui ont détruit les véhicules, coupé les câbles et fait tomber des éclairages publics et ont perturbé la circulation. Le service météorologique national fait savoir que certaines banlieues de la capitale ont également été touchées par la tempête avec des précipitations atteignant 40 mm en quelques heures, soit le tiers de la moyenne historique pour le mois de décembre. De l'autre côté de la frontière, au moins 2 personnes ont perdu la vie dimanche dans le département de Colonia en Uruguay. En effet, des vents soufflant à plus de 167 km/h ont arraché des arbres et emporté des toits selon l'Institut météorologique uruguayen. Il s'agit d'un garçon de 8 ans, mort dans un camping de la station balnéaire de Santa Regina et d'un homme de 20 ans tué alors qu'il conduisait sa moto sur une route près de Rosario. Les pompiers ont signalé plus de 150 situations d'urgence dans la capitale uruguayenne Montevideo et dans le reste du pays. L'Amazonie brésilienne connaît une baisse de 22,3% du taux de déforestation. Ce meilleur résultat, enregistré en 4 ans, s'inscrit dans la feuille gouvernementale du président Luiz Inácio Lula da Silva de réduire à 0 la déforestation au Brésil d'ici 2030 afin de lutter contre les effets du changement climatique. Regardez. Le gouvernement brésilien a annoncé jeudi dernier une baisse de 22,3% en un an de la déforestation en Amazonie, un meilleur résultat en 4 ans. Mais la sécheresse et les incendies menacent la plus grande forêt tropicale du monde. Selon le système de surveillance de la déforestation PRODES de l'Institut national de recherche spatiale INEP, 9000 km² de forêts primitives ont été détruits entre août 2022 et juillet 2023.
soit une baisse de 22,3% par rapport à la période août 2021 et juillet 2022. Une coalition de groupes de défense de l'environnement a accueilli favorablement ces résultats qui mettent les pays sur la bonne voie pour atteindre l'objectif climatique. Le président Luiz Inácio Lula da Silva s'est engagé à réduire à zéro la déforestation au Brésil d'ici 2030. Lors d'une conférence de presse pour présenter les résultats, la ministre de l'Environnement Marina Silva a déclaré que l'Amazonie avait été la cible d'une profusion de crimes ces dernières années après un démantèlement complet de la structure de gouvernance environnementale. Selon le gouvernement brésilien, la réduction du déboisement a permis d'éviter l'émission de 133 millions de tonnes de CO2, soit 7,5% du total émis par le pays. Le nord et le nord-ouest du Brésil souffrent d'une grave sécheresse qui a réduit le débit des rivières à des niveaux historiquement bas. D'après un rapport du Centre national de surveillance et d'alerte de catastrophes naturelles, CEMADEN, la situation devrait s'aggraver d'ici 2024 en raison de la forte probabilité de précipitations inférieures à la moyenne et de températures supérieures aux valeurs historiques. Des rapaces diurnes nécrophages. Les vautours sont des oiseaux de grande taille, chauves, issus de la famille des acitripiformes. Ces charognards, à travers leur alimentation, participent activement à l'élimination des cadavres d'animaux, ce qui évite la propagation de nombreuses maladies. Ils fournissent à cet égard un rôle essentiel dans l'écosystème. Rafietou Mbiereko. Appelés scientifiquement Gyps fulvus, les vautours sont des rapaces charognards au plumage terne à la tête et au cou de plumée, au bec puissant, aux ailes longues et larges. Ces grands oiseaux appartiennent à la famille des rapaces, où ils tiennent une place un peu à part en raison de leur régime alimentaire. En effet, les vautours se nourrissent principalement des carcasses d'animaux morts, ce qui les rend aussi importants dans les écosystèmes où ils vivent. Ce sont d'excellents planeurs qui possèdent également un très bon odorat pour repérer leur proie. L'altitude de vol des vautours dépend de la situation. La présence d'un troupeau, par exemple, oblige le vautour à descendre plus bas pour repérer un éventuel cadavre au sol. Les vautours sont des oiseaux qui peuvent vivre environ 35 ans et ne peuvent donner naissance qu'à un oisillon chaque année. Malgré leur taille impressionnante, les vautours sont des oiseaux très méfiants. Ils peuvent mettre plusieurs heures avant de se poser pour se nourrir. Au préalable, ils survolent lentement la carcasse afin d'évaluer leurs possibilités de fuite en cas de danger. Les vautours sont symboles de protection et de renaissance. Ils sont également associés à la notion de maintien de l'équilibre dans la nature, tout simplement parce qu'ils assurent l'élimination rapide des animaux morts en évitant la propagation des maladies. Ainsi se referme donc cette page de l'actualité environnementale. Merci de votre attention. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes.